aide-soignant. Ok, première colonne, dépendance, problème réel. Deuxième colonne, risque. Et la troisième, action aide-soignant. Rôle aide-soignant, comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, c'est pareil. Quand c'est bon, vous me mettez OK. Un tableau avec 3 colonnes. Première colonne, dépendance, problème réel. Deuxième colonne, risque. Troisième, rôle aide-soignant. Dès que c'est bon, vous mettez OK. J'ai pas de feutre, ça marche plus. Enfin, ça fonctionne plus. Allez, première colonne, dépendance, problème réel. Deuxième colonne, risque. Et troisième colonne, j'ai dit quoi? Rôle aide-soignant ou action, comme vous voulez. Dès que vous avez terminé, vous mettez OK, comme ça on peut commencer. Vous prenez une seconde feuille. Cette seconde feuille, ça sera votre feuille de brouillon où vous allez noter les éléments importants du cas. Vous prenez une autre feuille de brouillon pour écrire les éléments importants du cas que je vais vous lire. Donc là, il faut être attentif. Alors, enlevez-moi toute distraction, musique, téléphone, je ne sais, ce téléphone, je pense que vous êtes avec. Mais soyez concentrés. Oui, Riri, première colonne, dépendance, problème réel. Deuxième colonne, risque. Et troisième colonne, action aide-soignant. Alors moi, ça va me perturber. Il faut vraiment que je mette le son bas parce que moi, vous connaissez la musique et moi, c'est... Ok. Ça marche. Allez, je vais commencer par vous lire le cas. Soyez attentifs là tout de suite maintenant. Ok, vous travaillez en EHPAD, vous êtes aide-soignant. Ok. Vous prenez en soin Monsieur M, qui s'appelle André Martin, mais on garde l'anonymat. Monsieur M a 84 ans. Il vit en EHPAD depuis 2 ans. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer évolutif. Ok. Il est diagnostiqué depuis 8 ans. Autrefois, Monsieur M était professeur de menuiserie, passionné par le travail du bois et très habile de ses mains. Père de 2 enfants, il était un homme actif, rigoureux, apprécié par son caractère franc et sa jovialité. Restez concentrés. Depuis son entrée en institution, ses troubles cognitifs se sont accentués. Désorientation temporospatiale, troubles de la mémoire immédiate et épisodes d'agitation. Ok? Je répète, depuis son entrée en institution, ces troubles cognitifs se sont accentués. Désorientation temporospatiale, troubles de la mémoire immédiate et épisodes d'agitation. Description physique et habitude. Monsieur M a une taille moyenne, corpulence amaigrie au fil des années, marche lente et déséquilibrée. Utilise parfois une canne, mais souvent son déambulateur. Il se déplace seul. Porte habituellement des lunettes pour voir de près. Attention, ça on l'écrit. Porte habituellement des lunettes pour voir de près. Dispose d'un dentier supérieur et inférieur depuis 10 ans, qui n'est plus adapté à sa mâchoire. Attention, aime être vêtu correctement, souvent en chemise, car il a gardé l'habitude de bien se présenter. Situation observée par l'aide-soignante ce matin. C'est vous. Vous avez observé ça. En entrant dans la chambre, dans le couloir, pardon, l'aide-soignant, vous avez observé Monsieur M, qui n'a pas dormi de la nuit. Il semble très asthénique et irritable. Il déambule en chaussons trop grands, ce qui gêne sa marche déjà limitée. Son visage est fermé, son ton colérique. Il s'agite et interpelle les autres résidents. Sa bouche est sèche. Il se plaint d'avoir soif, mais refuse parfois les verres d'eau proposés. Il est incontinent, attention, urinaire et fécal, ce qui nécessite un change régulier. Ses lunettes ne sont pas sur lui, ce qui accentue son désarroi et sa désorientation. Ok, lors du repas, il n'avait pas son dentier. Quand l'aide-soignante a voulu le lui remettre, donc vous,
Elle a constaté qu'il n'était plus adapté. Risque de blessure. Ah, ça, il ne faut pas que je le dise. Pourquoi je l'ai dit, c'est pas grave. Malgré cela, il mange une texture normale. Malgré cela, il mange une texture normale, mais de petites quantités, en mâchant difficilement. Ok. Est-ce que tout le monde a pris note là? Ou il faut que je le relise encore? Est-ce que c'est bon pour vous là? Est-ce que vous avez noté les éléments importants? Est-ce que vous avez pu noter les éléments importants? Oui ou pas encore? C'est bon, merci. Est-ce qu'il faut que je le relise encore une nouvelle fois? Ou c'est bon, on peut enchaîner? Ok, monsieur M, âgé de 84 ans, vit en EHPAD. Il y a quelqu'un qui a dit encore. Je répète ou pas? Je répète une dernière fois, alors restez concentrés les collègues. Monsieur M, 84 ans, vit en EHPAD depuis 2 ans. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer évolutive, diagnostiquée depuis 8 ans. On ne fait pas encore le cas, on relit là. Autrefois, monsieur M était professeur de menuiserie, passionné par le travail du bois et très habile de ses mains. Père de 2 enfants. Il était un homme actif, rigoureux, apprécié par son caractère franc et sa jovialité. Depuis son entrée en institution, ses troubles cognitifs se sont accentués. Désorientation temporospatiale, troubles de la mémoire immédiate, épisodes d'agitation. Description physique et habitudes. Attention, restez vigilants. Taille moyenne, corpulence amaigrie au fil des années. Marche lente, déséquilibrée. Utilise parfois une canne, mais souvent déambule seul. Porte habituellement des lunettes pour voir de près. Dispose d'un dentier supérieur, inférieur depuis 10 ans, qui n'est plus adapté à sa mâchoire. Aime être vêtu correctement, souvent en chemise, car il garde l'habitude de bien se présenter. Situation observée par l'aide-soignante de ce matin. En entrant dans le couloir, l'aide-soignant observe que monsieur M, il n'a pas dormi de la nuit. Il semble asthénique et irritable. Il déambule en chaussons trop grands, ce qui gêne sa marche déjà limitée. Son visage est fermé. Ok. Son ton colérique. Ok. Il s'agite et interpelle les autres résidents. Sa bouche sèche. Il se plaint d'avoir soif, mais refuse parfois de l'eau proposée. Ok. Il est incontinent, fécal, urinaire, qui nécessite un change régulier. Ses lunettes ne sont pas sur lui, ce qui accentue son désarroi et sa désorientation. Lors du repas, il n'avait pas son dentier. Quand l'aide-soignant, a voulu le lui mettre, il a constaté qu'il n'était plus adapté. Malgré cela, il mange en texture normale, mais de petites quantités, en mâchant difficilement. Ok, c'était la dernière fois que je relisais le cas. Alors, je ne sais pas si je le garde vers moi, au cas où si j'ai un bug. Qu'est-ce que vous avez identifié comme dépendance à ce jour et des problèmes que rencontre? Alors, je ne veux pas les risques maintenant. Après, je vous ai dit, il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est les problèmes réels, les dépendances. Ensuite, deuxième, risque et troisième, action. Je veux d'abord qu'on trouve les dépendances et les problèmes identifiés à travers ce cas. Quelles sont les dépendances que vous avez vues et les problèmes? Pas de risque pour l'instant. On ne brûle pas les étapes. Quel est son problème à ce monsieur? Quel est son problème? Il en a plusieurs. Quels sont ses problèmes? Il en a plusieurs des problèmes. Très bien, Marine. Il est incontinent, fécal et urinaire. C'est un problème. Dans la première case, vous pouvez mettre ça. Incontinence, vous écrivez en crayon à papier ou soit vous le mettez sur votre brouillon. Incontinence, fécale et urinaire. Très, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a des troubles cognitifs. Très, très bien. Maladie d'Alzheimer de stade bien avancé. Très bien tout ça. Ça, c'est un problème parce que du coup, on va mettre des actions aussi à travers cela. Ok. Amina, très bien. Tu as dit les dentiers. Mais qu'est-ce qu'ils ont les dentiers? C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont les dentiers? Une prise en charge totale. Alors ça, on verra ça après, c'est par rapport au relais de soignant. Très bien, Betty Flore, il a un problème, c'est qu'il est désorienté.
Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dentier. Alors, quand vous mettez dentier, ça ne suffit pas. Le dentier, il a quoi? Il y a un problème avec le dentier. Il souffre de la maladie d'Alzheimer, certes, mais d'un stade avancé. Il a du mal à se repérer dans le temps, l'espace, désorienté, etc. Ok. Très bien, Flore. Tu as bien capté. Il a un dentier supérieur, inférieur depuis 10 ans, mais celui-ci n'est pas adapté. Donc ça, c'est un problème, là. Ça fait partie d'un problème. Dentier pas adapté. Trouble cognitif, oui. Les lunettes, effectivement, il a des lunettes. Et à ce jour, qu'est-ce qu'il y a avec ces lunettes? Qu'est-ce qui se passe avec ces lunettes à ce jour? Coucou Sandrine. C'est ça. Alors, les lunettes, c'est pas qu'ils sont pas adaptés, c'est qu'il y a quelque chose. Les chaussures, très bien, pouf. Les chaussures ne sont pas adaptées non plus. Il a, quand vous rentrez dans le service, vous observez, monsieur M, qu'il y a des chaussures beaucoup trop grandes. Eh oui, et on dit bien que ça fragilise sa marche. Et il y a un risque après, mais on verra après. Coucou Ahmed. Oui, plus adapté. Dentier pas adapté, les chaussures, les lunettes, quelqu'un avait parlé des lunettes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont plus adaptés? Qu'est-ce qui se passe avec les lunettes? Il y a une histoire avec les lunettes, est-ce que vous avez pu le relever? Chaussures pas adaptées, dentier pas adapté. Oui, il souffre d'asthénie ce monsieur. Très bien Katia, il y a un truc, alors on n'a pas dit qu'il est déshydraté. Qu'est-ce qu'on a dit dans le texte? Là, tu vises le risque. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans le texte? Ce monsieur, il a quoi au niveau de la bouche? Très bien. Au niveau de ses mouvements, ce monsieur se déplace en canne. Il se déplace en canne. Très bien. Très bien, Chelsea. On dit aussi que ce monsieur souffre d'insomnie, qui ne dort pas, qui n'a pas dormi cette nuit. Superbe. Un déséquilibre. Le dentier est trop petit. Alors, je ne sais pas si on dit qu'il est trop petit, mais on dit plus qu'il n'est pas adapté, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça. Dentier pas adapté. Les lunettes, alors, les lunettes, vous avez suivi les lunettes? Asthénique, oui. Chaussures pas adaptées, oui. N'a pas dormi, exactement. Ouais, on dit on dit pas qu'il est déshydraté. Dans le texte, on dit pas qu'il est déshydraté, mais par contre, on dit qu'il a la bouche, sa bouche est sèche. Il se plaint d'avoir soif. C'est ça qu'il dit. Il a eu une nuit agitée, oui. Et qu'est-ce qui se passe aussi là aujourd'hui? Très bien, Amina, tu as suivi. Les lunettes, il les porte pas. C'est pas qu'ils ne sont pas adaptés, les lunettes. C'est qu'il doit porter des lunettes, mais il les a pas sur lui ce matin quand vous rentrez dans le service. Exactement. Très bien. Donc, la déshydratation, c'est pas noté. Attention, faites super attention quand vous lisez le cas. Ne mettez pas un diagnostic. Quand vous dites déshydratation, c'est un diagnostic. Là, on ne dit pas qu'il est déshydraté. On dit simplement qu'il a la bouche sèche et qu'il vous réclame eh bien, de quoi boire, quoi, qu'il a soif. Salut, bienveillante, coucou. Exactement, bouche sèche. Il porte plus de lunettes. Très, très bien. Ok, on va voir les risques ensuite. Lunettes, bouche sèche, prothèse dentaire, ça ouais, on l'a vu, ne porte pas ses lunettes, ok. Insomnie, donc oui, effectivement, cette nuit, il n'a pas dormi. Et quand vous rentrez dans les couloirs, en plus qu'il n'a pas dormi la nuit, mais en plus ce matin, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il déambule, il marche dans les couloirs avec des chaussures pas adaptées. Et en plus, on dit qu'il n'est pas... comment il est il est agité et il interpelle les autres résidents. Ça aussi, c'est un élément important. Très bien, elle s'en est rappelée, Elise. Très bien. Il est déséquilibré. Félicitations, Lina. Trouble de la mémoire, agitation. Ouais. Alors ça, tout ce qui est les signes cliniques, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, on va pas les mettre puisqu'on dira tout simplement que celui-ci a des troubles cognitifs sévères. Vous pouvez mettre entre parenthèses de cela dans le problème, eh bien, quels sont ces troubles cognitifs sévères? L'agitation, perte de la mémoire, désorientation, etc. Tout ce que vous avez vu dans le texte. Ok, alors maintenant, on va mettre les risques. Donc, j'espère que les problèmes, vous les avez mis sur la case dépendance
Et bon, la première case, dépendance et problème réel. Je supporte pas être maquillée, c'est affreux. Ça va pas faire long feu, ça. Ok. Donc le problème pour lui. On va faire problème par problème. Attention, c'est moi qui va dire par rapport au problème. Ok. On va commencer par l'incontinence. Celui-là, il est incontinent fécal et urinaire. Ok. Quel est son risque? On dit qu'il est incontinent, donc c'est le problème aujourd'hui, fécal et urinaire. Quel est son risque par rapport à ça? Allez-y. Dans le tableau, il faut me donner des risques. Risque de macération, vous notez. Risque d'escarre, vous notez. Quels sont les autres risques? Risque de macération, risque d'escarre, risque de quoi d'autre? Incontinent, urinaire et fécal. Très bien, vous pouvez noter aussi risque de chute, risque d'infection. Ça, ce sont les risques pour l'incontinence fécale et urinaire. Risque d'irritation cutanée, très très bien. Vous me les mettez ça. C'est parti, vous mettez pour l'incontinence fécale urinaire dans le problème. Deuxième case. Risque de chute, risque de macération, je te dirai pourquoi risque de chute, risque de macération, risque d'escarre, risque d'irritation cutanée, ok. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Risque d'escarre, risque d'infection, très très bien. Pourquoi risque de chute? Risque de chute, il y a plusieurs raisons. Quand une personne a une protection, celle-ci va faire sur sa protection. On le voit souvent en unité Alzheimer ou voilà. On voit souvent le cas des personnes qui, en plus, il a des troubles cognitifs, ce monsieur, qui enlève leur protection, qui fait sur eux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça va sur le sol et pof, tac, tac, tac. Ou sinon, on voit la protection qui est sursaturée, qui se retrouve dans la jambe du patient au niveau du pantalon. Celui-ci n'a plus de protection pour couvrir, pour essayer de lui protéger des selles, des urines et tout ça qui pourrait tomber sur le sol. Fiap, hop, tac. Il tombe. Vous voyez, le risque de chute est bien présent pour une personne qui souffre d'incontinence. Et ça, on le voit beaucoup quand vous travaillez en unité protégée, ce genre de situation-là. Exactement, la protection, une fois qu'elle est saturée, quand il y a trop plein d'urine, ça gonfle, ça devient lourd et elle a tendance à se descratcher et puis on retrouve la protection à côté d'une jambe, carrément sur le sol à 10 km. Ou voilà, et puis il y en a qui enlèvent aussi leur protection parce que ça les dérange, ça les irrite ou parce que ça donne chaud, parce que voilà, plusieurs raisons. Ok. Ça, ok. Donc là, pour ça, c'est ok. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre comme action par rapport l'incontinence? C'est désagréable. Oui, ça peut être désagréable d'avoir une protection sur soi toute la journée, ouais. Pendant les fortes chaleurs aussi, ça ne doit pas être facile non plus. Roulette soignant pour la personne qui est incontinente fécale urinaire. On a détecté les signes. Maintenant, il faut mettre des actions. Qu'est-ce que vous faites? Toilette échange. Ça, on va y revenir tout à l'heure par rapport aux actions. Toilette échange. Surveillance, oui, bien nettoyer, une hygiène, oui, l'hygiène est super important. À chaque change, je précise que ça soit des urines ou des selles, on fait une hygiène. C'est hyper important. Accompagner les soins d'hygiène, changement régulier, très très bien. Tourner, Alors, tourner régulièrement et changer. Alors ça, c'est dans les cas de alitement. Je pense que c'est ça que tu veux préciser. Change régulier, oui. Surveillance, très très bien. Surveiller quoi, pouf? Je vérifie le transit, oui, change plusieurs fois, très bien dans la journée, oui. Alors, c'est seulement le change pour une personne qui est incontinente? Est-ce que on peut aussi emmener une personne qui est incontinente, qui porte une protection au WC, par exemple? Ou est-ce qu'on arrête de l'emmener aux toilettes? Qu'est-ce qu'on fait? Changer sa protection, mettre ça dans les trans, changer plus souvent la protection, hygiène adaptée. Très bien Soleil, je reviendrai vers toi aussi tout à l'heure. Change régulier, crème, si irritation, très bien. Les préventions est hyper important. Mauvaise énervement d'une protection souillée. Oui, ça peut vraiment jouer un impact important sur le moral du résident. Toilette, hygiène, surveillance, accompagner au WC. Alors, est-ce que j'accompagne une personne au WC dans la journée, même si elle est incontinente?
On surveille l'aspect, oui, oui. Mettre une protection adaptée, superbe. L'état cutané, l'échange. Alors c'est peut-être parce que je suis lente. Alors, je vais avancer un petit peu. Alors, on me dit oui et non. Ah, c'est intéressant, là. Alors, je vais poser un petit, comment ça s'appelle? Un petit sondage. Ah, je commence à avoir mal au crâne. Alors, le bonhomme qui sourit. Je vous explique. Est-ce que pour une personne incontinente fécale urinaire, peu importe, je continue à la mettre aux toilettes ou je me contente de la protection? Oui, pour le bonhomme qui dit je l'emmène toujours aux toilettes, même s'il a incontinent fécal urinaire. Non, je ne ramène pas aux toilettes. Oui, pour le bonhomme qui sourit, je ramène toujours le résident, le patient aux toilettes s'il est incontinent fécal et urinaire. Non, je ne mets pas le résident aux toilettes, il a une protection, c'est comme ça. Je fais quoi? Je l'emmène aux toilettes ou je ne l'emmène pas aux toilettes? Est-ce que je me contente de la protection qui va le protéger toute la journée ou je peux l'emmener aux toilettes quand même? Je fais comment? Je fais quoi? Est-ce que je le continue à l'emmener aux toilettes ou j'arrête de l'emmener aux toilettes? Il a une protection. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou je continue pas? Allez, 8 secondes. Est-ce que je continue à emmener le patient, le résident aux toilettes quand il est incontinent fécal urinaire ou non, je ne l'emmène pas aux toilettes? Eh ben oui, je continue. Hein. Alors, s'il n'est pas alité, si voilà, mais s'il a toujours cette mobilité, eh bien oui, je vais l'emmener aux toilettes. C'est pas parce que celui-ci est incontinent fécal urinaire qu'il est interdit d'aller aux toilettes. Ben justement, il faut continuer à le stimuler, à l'accompagner aux toilettes, à lui proposer d'aller aux toilettes tout au long de la journée. Je sais que c'est pas facile parce que effectivement avec le sous-effectif au niveau de la journée, voilà. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, c'est continuer à emmener le patient, le résident aux toilettes quand il a toute la mobilité. Bah oui. Et croyez-moi, ça soulagerait aussi l'équipe soignante, par exemple, l'équipe soignante de nuit. Ça fait toujours du bien. Il y en a qui gardent en eux la nuit, donc qui dorment très très mal à cause de ça, parce qu'ils hésitent de faire sur eux, donc ils attendent toujours la nuit pour le faire. Et si on leur proposait des toilettes, eh bien ça leur ferait mieux, voilà, ça les viderait ça les viderait et ils se sentiraient plus à l'aise pour dormir et faire leur nuit tranquillement. Eh oui. Alors prenez le temps au patient, au résident, aller aux toilettes la nuit, surtout la journée s'il a envie, ou proposez-lui, c'est hyper important. Parce que même pour lui, mentalement, c'est essentiel. Il a connu les toilettes depuis sa jeune enfance. Pourquoi lui interdire d'y aller encore maintenant? Enfin, vous voyez. Ah, ben ça me fait plaisir. Ok, très très bien. Donc, pour le rôle aide-soignant pour personne qui est incontinent urinaire et fécal, effectivement, je fais un change régulier. Mais on fait encore attention à ça. Même s'il a des urines, ce patient, on fait toujours une toilette. Comment vous faites vous? Voilà, on fait toujours une toilette, une hygiène intime pour une personne qui est incontinent. On le change, mais on ne remplace pas une protection à une autre protection sans avoir fait une hygiène génitale. Quand vous allez aux toilettes, après chacun son truc, mais moi personnellement, c'est obligatoire. Toujours des lingettes, toujours mon toujours un truc. On ne change pas de protection comme ça. Voilà, c'est pas possible. Voilà. On vérifie également au même moment l'état cutané. On fait des préventions également. Ça c'est hyper important. Il y avait une personne qui a dit on peut aussi effleurer, mettre de la matière et tout ça. Oui, vous pouvez le faire si la peau est très fragilisée. Et là, en l'occurrence, une personne incontinente, sa peau au niveau du siège et autres sera très fragilisée. On regarde s'il n'y a pas des rougeurs ou autres. Je vous rappelle que la protection, parfois, elle peut serrer au niveau de l'aile et ça peut être très irritable. Donc, on vérifie surtout ces zones-là. C'est hyper important. On vérifie s'il n'y a pas d'allergie présente ou autre. Et on emmène régulièrement la personne aux toilettes. On met un change adapté. Et ça, c'est notre rôle. C'est le rôle des AS. Donc, voilà. Ouais, l'hygiène, c'est hyper important. Hein. Je sais pas vous, mais moi, c'est primordial. Je peux pas. Déjà, moi, si je vais aux toilettes, j'ai pas ma lingette, c'est un problème. Si j'ai pas mon jet, c'est un gros problème. Je suis en dépression névrosée. Ça, c'est clair et net et précis. Chacun son truc. Oui, c'est du cas clinique. Ok. Donc là, on a fait au niveau de l'incontinence fécale et urinaire. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Ok. Alors, ce monsieur a des chaussures qui ne sont pas adaptées.
On dit qu'il a des chaussures grandes. Il déambule dans les couloirs. En plus, il a des troubles cognitifs. On voit aussi qu'il est très asthénique, il n'a pas dormi de la nuit. Quel est son risque? Quel est son risque pour ce monsieur? Quel est son risque pour ce monsieur? Exactement, risque de chute. Risque de chute pour ce monsieur. On rappelle, il a des chaussures pas adaptées, beaucoup trop grandes. Il a des troubles cognitifs. Il est très asthénique aujourd'hui. Il a souffert d'insomnie. Il n'est pas bien, ce monsieur. Hein, ça se voit aussi parce qu'il est très agité. Il risque de chute. D'accord? Donc, première colonne, chaussures pas adaptées. Deuxième colonne, les risques, risque de chute. Et en plus de ça, il y a l'histoire des lunettes. Oui, il n'a pas des lunettes. Donc, ça aussi, vous pouvez le mettre avec les chaussures pas adaptées et les lunettes. En plus de ça, ce monsieur, il n'a pas des lunettes. Donc, il porte des lunettes, mais il ne les a pas à ce jour. Donc, aussi, il y a un risque de chute. Roulette soignant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ce monsieur? Il est agité, hein. Ce monsieur est très agité ce matin. Il n'a pas des chaussures adaptées. Qu'est-ce que je fais? Alors, réajuster l'environnement. C'est-à-dire, comment tu vas le réajuster, l'environnement? Ouais, lui mettre des chaussures adaptées. Ouais, très bien. On va penser aux lunettes. Les lunettes aussi, hein, qu'il n'a pas sur lui. On va vérifier qu'ils sont bien propres. Voilà, et on va lui mettre les lunettes. Oui, alors les transmissions, moi, j'aime pas qu'on me le dise maintenant. Je vous l'ai dit, pourquoi? Parce que quand vous mettez transmission, prévenir l'IDE, eh bien, vous vous donnez moins la capacité de trouver des actions aide-soignants. Vous vous bloquez direct. Mais prenez l'habitude de le dire après. Ouais, on va rassurer le patient, le résident, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Il est aussi dans un état irritable. Donc, quand vous allez le voir, il a des chaussures mal adaptées, mais il est très irritable. Là, il n'est pas dans son état jovial. Hein. Ouais, lui rapporter des chaussures adaptées. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On le rassure, on lui parle. Ouais, très bien. Ok. Un risque de chute aussi. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y avait quelqu'un qui avait parlé de l'environnement. Elle avait dit, je ne sais plus c'est qui, réajuster l'environnement. Mais c'est-à-dire, je lui ai dit, c'est-à-dire, comment ça, réajuster l'environnement? Communiquer. Alors, comment vas-tu communiquer, Didi? Lui donner ses lunettes. Ouais, on va lui donner ses lunettes. Ouais, mais il y a d'autres choses. Ouais, on va désencombrer, on va dégager l'environnement. On va vérifier que tout obstacle soit bien dégagé. Hein? Ok, on fait quoi d'autre? Alors, les barrières, c'est-à-dire, là, il déambule dans les couloirs. Et effectivement, il faut dégager l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, il ne faut pas que ça soit encombré. On lui met ses chaussures qui sont adaptées. Avant ça, parce qu'il est agité, on peut lui parler, lui proposer de s'asseoir et de lui ramener des chaussures de marche qui sont adaptées pour la marche. Ouais, très bien. Oui, alors, s'il n'y a pas présence de tapis ou autre, mais là, on n'oublie pas, on est en EHPAD. On le rassure, on lui propose ses lunettes, canne, très bien. Ah, c'est qui avait pensé à la canne? Ce monsieur, il marche seul ce matin. Il a des chaussures non adaptées. On n'a pas parlé de canne. On vérifie la présence de canne parce que ce monsieur se déplace en canne. Eh ouais, eh, super. Ouais, on lui donne sa canne, super. Côté pour l'aider. Très bien, Chris. On peut aussi lui proposer l'hydratation, tout ça, etc. Très bien. Des fiches de révision avec tes vidéos, c'est très enrichissant. T'as raison. Ok, donc risque de chute, on est ok. Si on aurait été à domicile, on aurait eu ce cas-là. Il y avait quelqu'un qui avait pensé au tapis. C'est un très bon réflexe. L'éclairage est hyper important. L'éclairage, l'environnement. S'il n'y en a pas de tapis qui pourrait provoquer la chute. Chaussures antidérapantes, chaussures adaptées. On fait super attention à ça. Quand on est à domicile, il y a les animaux. Souvent les petits chiens, vous savez, les petits Yorkshire, les bichons tout mignons. Ça fait provoquer des chutes. Eh oui, la dénutrition, mais pour autre chose aussi. Parce que souvent les personnes âgées ont tendance à pas s'alimenter eux-mêmes, mais à alimenter les animaux. Donc on fait attention. Mais là, on est sur le risque de chute.
On vérifie que tous les fils, tout ça, soit enlevé. On dégage l'environnement. Ouais, je vais le mettre sur YouTube, le live. C'est la correction du cas. Donc ça, on vérifie. Et puis, bien évidemment, après tout ça, on fait une transmission. On va transmettre, on va prévenir, on va transmettre. Mais prenez l'habitude, quand on fait un cas ou quand vous travaillez ça à l'IFAS, vous prenez l'habitude, mais rentrez ça dans votre tête, même s'il faut que je crie dans votre oreille et que ça vous fait mal à la tête, on s'en fout. Mais il ne faut pas mettre tout de suite, je préviens l'IDE et je fais des transmissions, alors que vous avez plein d'autres actions à faire. Vous vous bloquez, vous mettez des barrières. Merci beaucoup, collègues. Vous mettez des barrières quand vous mettez ça directement. Donnez-vous l'opportunité de mettre des actions tout de suite en place afin de sécuriser dans l'immédiat, afin de mettre des actions pour pas aggraver la santé du patient, du résident. Et bien sûr, à un moment donné, vous allez prévenir en cas de danger, l'IDE, c'est normal, c'est votre référente, c'est normal. Mais prenez l'habitude, vos actions, c'est vous surtout. Ok? Ok pour le risque de chute. On va passer. Ce monsieur a déambulé toute la nuit. Donc ça, c'est voilà. Mais on dit aussi qu'il a déambulé, mais il y a un risque parce qu'il dit qu'il a soif, ce monsieur. Il vous réclame de l'eau et vous observez qu'il a la bouche sèche. Donc donnez-moi un risque de ça. Vous constatez la bouche sèche de monsieur M et il vous dit qu'il a très soif. Ouais, donnez-moi le risque. Alors, quand on parle de risque, c'est du potentiel, ce n'est pas, c'est pas réel, d'accord? Vous ne donnez jamais de diagnostic, vous n'êtes pas médecin. Quand on dit risque, c'est potentiel, voilà, possible, voilà, c'est un soupçon. Donc, effectivement, c'est un risque de déshydratation. Ce monsieur a déambulé toute la nuit. Il a déambulé toute la nuit ce matin. Il est dans les couloirs, il a la bouche sèche. Bah, quand vous marchez tout au long du temps, bah, à un moment donné, bah, vous vous asséchez. Vous vous fragilisez, mais vous vous asséchez. À un moment donné, il faut vous boire, il faut s'hydrater. Donc là, il y a un risque de déshydratation, risque de malaise, voilà. Il y a un risque. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais pour le risque de déshydratation? Qu'est-ce que je fais comme rôle aide-soignant? Il a pas dormi de la nuit. Il déambule encore ce matin dans le couloir. Il a la bouche sèche et vous dit qu'il a soif. Donc, là, vous avez ciblé le risque de déshydratation. Alors, si c'est un risque de déshydratation, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mener comme action? Ouais, je vais lui proposer de l'eau. Ouais, de quoi boire. Alors, il dit qu'il refuse l'eau. Hein. Souvent, il refuse l'eau. Mais qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre pour que ça lui donne envie de boire? Donner régulièrement à boire, ouais. Ouais, alors on dit que monsieur M a soif, mais qu'il refuse régulièrement de l'eau. Ouais, on peut lui proposer de l'eau aromatisée, du sirop, souvent des pâtes, c'est le cas. Hein, des boissons. Est-ce que je lui propose que de l'eau? De quoi boire? Qu'est-ce que je pourrais aussi lui proposer aussi? Attention, hein. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? Seulement de l'eau? Ouais, mais aussi ça, l'alimentation aussi. Ouais, on peut lui proposer de quoi manger aussi, c'est important. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, à part lui proposer un apport hydrique, hein, je peux faire quoi d'autre? Je le vois, je regarde la bouche sèche. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? À part l'apport hydrique et l'alimentation, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je fais que ça comme action, je lui apporte de l'eau et je lui donne à manger. Je fais rien d'autre en plus. Je suis sûre que vous avez d'autres choses à faire. Imaginez, fermez les yeux. Vous voyez ça tous les jours pour ceux qui travaillent dans le domaine. Vous mettez plein de choses en place. Éveillez-vous, vous avez toutes les réponses. Nettoyer sa bouche, mouiller, ouais. Regard, là on va dans l'aspect clinique et j'aime beaucoup ça. Il a la bouche sèche, ouais. Monsieur marche, il a marché toute la nuit et ce matin c'est pareil. Vous visualisez une bouche sèche. Ok. Vous avez un soupçon de déshydratation. Vous vous contentez seulement de la bouche sèche? Je lui donne de l'eau et à manger, c'est tout. Basta.
qu'est-ce que je fais? Merci beaucoup. Je veille à le mettre en repos. Hein, je veille à déjà le rassurer, à lui demander de se reposer. C'est hyper important parce que celui-ci, en plus, on dit qu'il est fragilisé et qu'il marche, mais qu'il est fragile, hein, qu'il est très asthénique. Il risque de tomber. Hein, quand vous pensez risque de déshydratation, il faut que vous ayez tous les signes cliniques d'une déshydratation. Vertige, malaise, vision trouble, et ben là il faut mettre des actions au taquet. Là ça va pas, on vous donne pas, là on vous enlève des points. 2 actions, hydratation, alimentation, ça suffit pas, il faut faire d'autres choses. Allez-y, je l'installe, ok, je le mets au repos, d'accord. Veillez l'état cutané, les yeux. Pourquoi tu fais ça, Aurélien? Fiche hydrique, on peut plus tard, ouais, mettre en place. Surveillance, qu'est-ce que tu vas surveiller? Observation, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Parce que tu surveilles, mais tu surveilles quoi? Observer, tu observes quoi? C'est pas suffisant, je reste sur ma faim. Va plus loin, tu sais la réponse. Feuille de suivi, ok. Mesurer la température. Coucou Sabrina, merci beaucoup pour le cœur. Alors on va faire une chose. C'est quoi les signes cliniques d'une déshydratation? Vous avez un peu de mal là. Signe clinique d'une déshydratation, c'est quoi? Allez, on enlève monsieur jusqu'un temps, juste un petit temps. On revoit les signes cliniques d'une déshydratation. Allez-y. Qu'est-ce que je peux voir? Au niveau des urines, ouais, suivi de tension. Alors, dites-moi, les signes cliniques d'une déshydratation. On revoit après le cas, parce que c'est important pour mettre des actions. Il faut que vous allez voir aussi les signes cliniques d'une déshydratation. Ok, asthénie. Asthénie, vous faites quoi? Ok, cutané, il se passe quoi au niveau cutané? Sécheresse buccale, on y est, la sécheresse buccale. Également, oui, le regard, il y a un problème du regard. Ben oui, vision trouble, ben je surveille, hein, je surveille la sueur, je surveille l'état cutané aussi, l'état clinique du patient. Je vais plus loin au niveau de mes actions. Et c'est ça qu'on veut. Mes commentaires sont bloqués, il faut que tu changes de mot. Je surveille l'état cutané, oui, l'élasticité de la peau. Une personne qui est déshydratée, on va le savoir aussi au niveau de la peau. La personne va perdre en élasticité de la peau. Donc ça, c'est une action aussi à faire. Ouais, vous voyez, il y a tellement de choses à faire. Je vois aussi que celui-ci est désorienté. Donc lui, il a des problèmes cognitifs, mais vous pouvez aussi avoir une grosse désorientation sur le moment même. La langue, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de la langue? Eh oui, mais là, mais vous avez tout. Vous avez tout. Oui, 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 oui. Allez, qu'est-ce que j'ai au niveau de la langue? Elle est pâteuse. Et la couleur, qu'est-ce qu'on peut voir? Une couleur blanche. Ben, vous regardez ça. Vous regardez la couleur. Donc, la lèvre sèche, l'état de la langue, si elle est pâteuse. Vous allez regarder au niveau s'il vous voit bien, s'il est pas loin de lui. Là, il a besoin de lunettes, mais vous allez voir s'il est avec vous. Alors, cohérent, il a des troubles cognitifs, mais vous allez voir que c'est pas comme d'habitude. Vous allez voir aussi au niveau de la peau, perdre l'élasticité de la peau. Donc, ça, c'est des actions à faire. Je fais aussi les paramètres, si vous voyez d'autres signes cliniques, on ne se contente pas simplement de donner de l'eau et de donner à manger et on se casse. Ben non, parce que là, il arrive dans une bouche sèche, avec une bouche sèche, il est très asthénique, il n'a pas dormi de la nuit, à tout moment, il peut vous faire un vertige. Donc, je le mets au repos, j'essaye de voir pour qu'il puisse s'allonger, se reposer. Je ne reste pas sur ça, parce que si vous restez sur ces 2 actions, hydrate, alimentation, vous ne surveillez pas toutes les signes cliniques, eh bien ça sera 0. Eh oui, moi je vous le dis. Et moi je veux que vous décrochez ce diplôme, quoi. Et vous avez toutes les actions. Alors vous voyez comment il faut travailler? J'ai un potentiel risque. Par rapport au risque, je mets des actions. Minimum 5 actions aide-soignant avant de faire une transmission et avant de prévenir l'IDE. Si vous jouez comme ça, il n'y a pas de souci. Vous allez tranquille. Oui, vous allez regarder aussi l'état des urines, parce qu'on peut le voir au niveau des urines. Elle peut foncer, elle peut avoir une mauvaise odeur aussi, une mauvaise odeur. Je fais mon puzzle, j'ai un puzzle. Hop. Ok. On fait les paramètres, l'état de conscience, on vérifie tous les signes cliniques, on le met en repos, on l'hydrate certes,
on l'alimente certes, on vérifie l'état cutané, on vérifie... Bon, il y a tellement de choses. Vous voyez tout ce que vous avez dit là? Décrochez-moi ce diplôme. Quand vous dites « j'observe », c'est pas suffisant. Vous avez un point, on vous enlève 0,50 points. J'observe. T'observes quoi? Je surveille. Mais je surveille quoi? Eux vont dire bah, « c'est trop facile ». Quand vous mettez « je vérifie l'état cutané », mettez entre parenthèses quoi l'état cutané? S'il y a pâleur, s'il perd d'élasticité, allez dans le plus profond. On veut, eux, ils veulent que vous maîtrisez. Pour savoir que vous maîtrisez, bah, il faut mettre des éléments. Si vous mettez la moitié des éléments, vous savez que vous avez raison, mais c'est pas complet pour eux. Et donc là, vous perdez des points bêtement. Et ça, il y a de quoi être dégoûté. Je vous l'accorde, il y a de quoi être dégoûté. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? On passe au suivant problème, au problème suivant. Ouais, test du plicotané au niveau de la main. Oui, je surveille l'état clinique. Très bien. C'est pareil quand vous dites je prends les paramètres vitaux. Ouais, mais quoi? Quels paramètres? Je prends quoi comme paramètres vitaux? Vous voyez? Je fais l'évaluation de la douleur. J'ai fait l'évaluation de la douleur. Mais quelle évaluation de la douleur? Vous utilisez quelle échelle de la douleur? EN, EVA, Algo plus, Dolo plus. Vous utilisez quelle échelle? La précision, les collègues. La précision. On veut taper l'examen. On veut l'examen. C'est ça qu'on veut. Je suis chiante. Je suis désolée. Ok. Il y avait quoi d'autre? Faites-moi rappeler. Il avait quoi d'autre comme problème? Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Les lunettes. Dentier. Ok, ce monsieur-là, il a un dentier. Ben, il a un problème avec son dentier. Il a un dentier depuis 10 ans, mais à ce jour, celui-ci est mal adapté. Et la nourriture est toujours restée en normal. Ok. Donc, depuis 10 ans, ce patient, ce résident, il a un dentier. Ok. À ce jour, il n'est pas adapté. Vous vous rendez compte, il n'est pas adapté. La nourriture est toujours anormale. Quel est son risque? Ouais, fausse route, mais c'est pas celui-ci que je veux, moi. C'est pas celui-ci que je veux. Il y a un risque. Il y a un risque que je veux voir ici. Je veux pas voir le fausse route. Et si je dis ça, c'est parce que c'est le problème d'aujourd'hui, le nombre de D dans les EHPAD. C'est dû aussi pour cette cause-là. Ouais, la dénutrition. Ok? Une prothèse dentaire mal adaptée. Donc là, son dentier, ça va pas du tout. Depuis 10 ans, il en porte un. Aujourd'hui, il s'attache plus. C'est mort, ça passe plus. Donc quand vous l'essayez de lui l'installer l'après-midi, vous vous rendez compte que c'est plus du tout adapté. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la nourriture, elle n'est plus adaptée aussi. Voilà. Donc il y a un risque de dénutrition. Donc la première case, dentier mal adapté. Deuxième case, risque dénutrition. Vous pouvez mettre d'autres risques, mais aujourd'hui, je veux voir le risque de dénutrition. C'est une des causes de décès aujourd'hui sur le terrain, avec les escarres, et ça, on en reparlera. Ok, donc risque de dénutrition qui peut provoquer une perte de poids, bien sûr. Et bien, le rôle aide-soignant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais en tant qu'aide-soignant? Alors, ne me mettez pas les transmissions maintenant. Ne me dites pas, je préviens l'IDE. Là, vous êtes à table le midi. Là, c'est l'aide-soignante à travers le cas. C'est le midi, vous servez les repas. Vous voyez monsieur M, oh, son dentier n'est pas mis. Ok, vous l'aidez à lui mettre le dentier, mais vous vous rendez compte, il n'est pas adapté. Vous n'allez pas le forcer. C'est pas adapté, risque de blessure et tout ça, machin. Ok, son alimentation est normale. Ben, je fais quoi? En plein repas, parce que c'est l'après-midi, l'heure du repas hein, que ça se passe. Hein. C'est aujourd'hui que l'aide-soignant s'est rendu compte que le dentier n'était pas adapté. Je fais quoi? Je demande une texture mixte adaptée. Ouais, c'est une urgence. Hein. Là, il faut adapter le repas. On ne va pas laisser monsieur manger qu'une compote. Hein. Enfin, c'est... Je lui change, voilà, je modifie là, donc je demande en cuisine de modifier du coup d'urgence le repas. Ouais. J'adapte son repas. Ouais. Ensuite,
je le mettrai en mixé. Donc là, provisoirement, c'est une urgence parce que vous vous retrouvez, c'est l'heure de repas. Ce monsieur, il faut bien qu'il mange. Donc là, il va falloir anticiper rapidement. Mais après, c'est une décision avec l'équipe pluridisciplinaire et tout ça. Mais là, il faut qu'il mange, ce monsieur. Donc, celui-ci est à risque de dénutrition parce que son dentier n'est pas adapté, mais il n'y est pas encore en dénutrition. Donc, ouais, j'adapte son repas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Modifier les repas. Compléments alimentaires. Est-ce que je peux lui donner des compléments alimentaires à ce monsieur? C'est l'heure du repas, il est midi, je le sers, le dentier, il n'est pas adapté. Je lui donne des compléments alimentaires? Les aliments riches en fibres. Je suis désolée si je crie, je commence à avoir mal à la tête, je suis sourde d'une oreille, je fais pas exprès. Hein. Mon repas en prenant un mixé ou haché, je le stimule. Alors, le terme stimuler, vous allez faire très très attention, il y a des IFAS qui l'ont enlevé. Même si c'est une personne ayant des problèmes cognitifs, il y a des IFAS, si vous enlèvez ce mot stimuler, aujourd'hui on est plus dans solliciter ou de proposer. Ouais, il va falloir informer la diététicienne après, prendre un rendez-vous. Alors, c'est pas vous qui allez prendre un rendez-vous. C'est pas vous. C'est qui prend le rendez-vous? C'est qui va gérer ça par rapport au dentier? Ouais, je peux trouver quelque chose en attendant qui est plus, voilà, qui est plus adapté pour lui, pour manger. Mais je ne lui prive pas en fait. Alors, le repas enrichi, mais enrichi comment? Il y a le risque de fausse route, ouais. Mais là, je reste sur la dénutrition parce que j'ai dit c'est une des causes aujourd'hui dans les EHPAD avec les SCAR. Et c'est important que je le fasse aujourd'hui, mais il y a d'autres risques par rapport à son dentier, oui. Risque de blessure, il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que moi, je peux appeler la diététicienne? Est-ce qu'une aide-soignante peut appeler la diète? Prendre un rendez-vous. Oui, Nazo. Non, c'est pas les aides-soignants qui gèrent ça. Vous allez donc collaborer, vous allez transmettre. C'est pas vous, c'est pareil, les crèmes HP, tout ça, bah non, vous n'allez pas donner avec vous, enfin, vous n'allez pas proposer la crème HP si celui-ci n'a pas été prescrit, enfin, de crème HP. Là, on ne dit pas qu'il est dénutri, il est à risque par rapport à son appareil dentaire, ça veut dire qu'il va falloir tout adapter, il va falloir surveiller aussi ce qu'il mange, parce que vous savez qu'une personne qui part de normal à mixé, par exemple, c'est problème, hein. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est problème. Bah, pourquoi c'est problème? Bah, qu'est-ce que tu me fous là? Tu me ramènes du mixé, mais moi je veux un bon steak. Lui, il n'a pas l'habitude de manger des trucs mixés. On va lui emmener un steak haché ou une côte de je ne sais pas quoi, tout haché, tout embouilli. Voilà, il n'aura pas forcément l'habitude. Il va falloir surveiller la prise des repas pour voir s'il s'alimente bien. Hein, ça c'est hyper important. Vous pouvez aussi après adapter une fiche de suivi, tout ça machin, mais il va falloir très bien observer ce qu'il mange, ce monsieur. Et il faudra lui expliquer aussi pourquoi il se retrouve avec cette texture et lui dire que c'est provisoire le temps que celui-ci est un dentier adapté. Ça c'est des actions, vous savez ces actions-là. Parler, discuter de la situation, éduquer, informer le patient, lui dire que voilà, là on est obligé de s'adapter parce qu'il faut que vous mangez. Mais la situation va se remettre à la normale une fois que votre dentier sera adapté. En attendant, on ne peut pas vous laisser sans manger. C'est pas possible. Et donc là, c'est communiquer. C'est une action, communiquer avec le patient, le résident, lui informer de pourquoi il se retrouve en alimentation mixée. Il part d'une nourriture normale à une nourriture mixée. Il y en a, ils savent qu'ils ont le dentier pas adapté, mais ils savent très bien que s'ils le disent à l'équipe aide-soignant ou soignant, eh ben ils vont se retrouver en mixé et ils n'ont pas forcément envie. C'est leur plaisir le repas, c'est le plaisir voilà, le midi, c'est un plaisir, c'est comme le petit déjeuner. Bah, si vous leur enlevez la bonne merguez, ça fout les boules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut lui expliquer du processus. Alors, ok. Alors, ce qui est important là, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est que vous allez me faire une transmission ciblée. Vous allez me faire une transmission ciblée par rapport à son dentier. Comment vous allez faire la transmission? Vous allez la faire oralement, on est d'accord? Mais est-ce que vous allez faire une transmission narrative? Oh là, je vous ai dit la réponse.
Oh, c'est pas grave, je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Comme quel genre de transmission vous allez faire? Est-ce que ça va être une transmission narrative ou est-ce que ça va être une transmission ciblée? Ouais, surveillance du poids, Elmira, c'est très bien. Il n'y a pas de niveau spécifique pour faire la formation aide-soignant. Alors, est-ce que je fais une transmission narrative ou une transmission ciblée? Ah là, il faut faire une transmission ciblée, hein, les collègues. Hein. Transmission narrative ou transmission ciblée? Une transmission ciblée, c'est qu'il y a une suite, c'est ouvert, la transmission est ouverte, il y a un suivi derrière. Une transmission narrative, c'est, voilà, ça va être clos, ça va être fermé, on va pas prêter forcément attention juste le jour même. Tandis qu'une cible, eh ben, ça va être une continuité d'observation à travers vos collègues. La collègue IDE, la collègue, vos collègues à vous aussi. Vous pouvez faire bien évidemment les deux. Mais là où là c'est hyper important, c'est urgence. Il faut qu'on sache la suite. Est-ce qu'il va avoir une prise en charge par rapport à son dentier? Quel protocole on va suivre par rapport à ce patient, ce résident? Enfin, vous voyez, quelles choses vont être mises en place. Et là, c'est toute l'équipe, hein, c'est tout un suivi de toute l'équipe. Il y a une surveillance à long terme pour ce patient. Il faut que ça soit ouvert. À un moment, il y aura une fin parce que ça va clore et l'IDE va clore cette cible. Mais c'est important. Comment vous allez faire cette cible? Comment vous allez la faire cette cible? Alors, je vous dis un cible, données, action, résultat. Cible, données, action, résultat. Comment vous la faites? Monsieur, c'est pas X, c'est Monsieur M. Monsieur M a son dentier pas adapté, il peut pas manger aujourd'hui puisque celui-ci n'est pas adapté, il a un repas normal. Donc vous avez anticipé, vous avez appelé la cuisine, tout ça, machin, il a pu manger en mixé, vous avez expliqué ça au résident, au patient, lui expliquer pourquoi il mange en mixé, que c'est provisoire, etc., etc. Ok, vous allez faire comment la cible? Alors là, vous allez être sur le PC. Cible, données, action, résultat. Trouble alimentaire, oui, données, le dentier mal adapté. Ok, les actions, c'est toutes les actions qu'on a nommées. Le résultat, c'est qu'il a, voilà, qu'il a été mangé, il a mangé comme il fallait, voilà, expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a mangé, tout ça, mais cette cible, elle sera ouverte parce qu'il y a une continuité. Merci beaucoup Héloïse, dans ma salle de formation, tout le monde parle de toi et te suit. Bah, coucou à toute la classe de femmes pacifiques. Ah bah dis donc, mais je suis de partout. Vous êtes de quelle ville? Alors ça, c'est des informations que je ne donne pas. Je suis dans la Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est grand, hein. Je l'ai déjà donné, mais j'aime pas trop donner où je vis. Je garde quand même mon petit cocon personnel. mon petit truc à moi. Ok, je sais plus ce qu'il avait d'autre, ce monsieur. Bientôt le module 9 et 10, M6 et 7. T'es bientôt à la fin, Marine. T'es bientôt à la fin. Il n'a pas dormi. Il souffre d'insomnie, ce monsieur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour lui? Ah, c'est un monsieur qui a des troubles cognitifs. On sait que les personnes ayant des troubles cognitifs, type Alzheimer, j'arrive pas à le dire, Alzheimer, eh bien, ils ont leurs nuits qui sont très, très agitées. Alors, d'ailleurs, je tiens à vous préciser, si ça ne demande aucune nécessité, on ne réveille jamais une personne qui a des troubles cognitifs durant leur sommeil. C'est des personnes qui sont très anxieux et qui ont du mal à retrouver le sommeil.
c'est pas du tout réparateur pour eux. Et en plus de ça, vous allez retrouver en journée des personnes qui vont être très irritables et pas bien du tout. Même si ça se fait dans beaucoup d'établissements, vous n'êtes pas comment dire, dans la bientraitance à réveiller un résident de nuit, surtout ayant des problèmes cognitifs type Alzheimer, qui est anxieux, qui a besoin de ce temps de sommeil. Vous accélérez le processus de sa pathologie. Je répète que ça va vite, cette pathologie, et donc on fait très attention à ça. Petit rappel, hein, bon, au cas où. On fait attention à ça. Donc, il a des problèmes cognitifs, ce monsieur. Il n'a pas dormi cette nuit. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Lui donner un repère éventuel, essayer de lui donner un rituel si possible, rassurer aussi, ouais, être beaucoup dans l'échange, dans la communication, de l'accompagnement. Essayez aussi de trouver pourquoi. Pourquoi aussi? Vous savez, des fois, il y a une cause de pourquoi monsieur X ou monsieur M ou madame ne dort pas. Donc oui, effectivement, il y a la pathologie qui vient derrière. Mais si vous analysez bien l'heure précise de quelle heure il se réveille, des fois, il y a une cause aussi qui est en dehors de sa pathologie. Il faut faire attention à ça. Le rassurer, lui mettre la veilleuse, oui, il y a des petites choses à mettre en place, un rituel de nuit. Hein, alors, je sais que dans les établissements, vous n'avez pas le temps, il est sous-effectif et c'est compliqué d'accompagner. Des fois, les gens, ils se retrouvent seuls pour un nombre inconsidérable de patients ayant des troubles cognitifs et c'est compliqué. Mais vous savez, rien que la méditation du soir, il y en a, ils mettent en place pour des personnes très anxieuses, tout ce qui est slow zélène ou des trucs comme ça, ça marche très bien, l'espace détente, le petit rituel avec... tu sais, pour bien dormir, là, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Oh, c'est un truc à boire. Pismimé, comment ça s'appelle, ça? Je suis sûre que vous l'avez au bout de la langue. Oh, je sais plus. Il y a des choses à mettre. De la musique douce, détente. Ouais, c'est important. Les odeurs aussi. Alors, il y en a, ils sont très réceptifs. Il y en a, il faudra faire attention. Il y a certaines huiles essentielles. Il faut doser, pas trop doser, qui peuvent aussi favoriser la détente. La tisane, oui, nuit tranquille, ça marche aussi pour certains. La camomille, bah oui, bah vous voyez, c'est super. Des bains thérapeutiques. Alors ça, c'est excellent de faire ça, mais c'est vrai que c'est très rare que les établissements réussissent à faire ça en nuit. En nuit, ils se retrouvent dans comment dire, c'est chaud, hein, c'est chaud de mettre des choses le soir parce qu'il y a l'heure, la débauche, il y a toutes les changes, les collègues qui partent avant l'heure, c'est compliqué. La sophrologie, ouais. Éviter les passages, ah bah ça c'est clair, hein. Ça il faut éviter les passages. La nuit, quand vous travaillez de nuit, il faut être vraiment discret, il faut surveiller bien sûr, hein. Il faut faire ces rondes parce qu'il y a un risque de chute et tout ça qui est très élevé. Par contre, on va éviter de faire trop de bruit dans les couloirs. Vous savez, les chariots là. Alors il y a un établissement là, c'était le pompon, c'était carrément, il lavait les circulaires, la circulation là, avec la machine là, je sais même plus comment, l'auto-laveuse. Bah c'était la fête au village après. Anticiper l'anxiété, oui. Oui, le syndrome du coucher de soleil, oui. Alors, on en était où? Husseur. Donc, c'était quoi? Oui, ce patient, du coup, donc n'a pas dormi la nuit. Ok. Bah, le risque, les risques sont nombreux, donc c'est à vous de voir lequel que vous choisissez. Mais là, on peut choisir par exemple le risque, donc la favorisation de l'irritabilité, donc l'état émotionnel qui se fragilise, tout ça. Même pathologique, le sommeil est important, donc l'évolution de la maladie, tout ça. La literie, température de la chambre, ouais, c'est rien, ça paraît pas bête, mais on y pense, on sait qu'on vérifie. Mais en fait, c'est des petits gestes qui sont hyper essentiels. Hyper essentiels. L'astomie, bah oui,
Le risque, c'est qu'il soit fatigué. Donc ça, c'est une certitude. En plus, on a la preuve à travers le cas. Fatigué, énervé, irritable. Parce que du coup, s'il dort pas assez, bah, il va être irritable du coup le matin. J'ai un puzzle à faire. Oh, j'ai pas de batterie, je suis à 5%. Oh, bah alors là, franchement, alors moi, j'ai pas anticipé du coup. Je suis à 5%, les collègues. Bah, de toute façon, on avait fini. Hein. Ouais, l'agressivité. Le risque, oui, s'il dort pas, c'est qu'il déambule aussi. On peut le mettre aussi. Ça sent la fin, ouais, je suis à 5%. J'ai même pas vu, j'étais tellement dans le feu de l'action et j'ai même pas vu que mon téléphone, il descendait de la batterie. J'ai un vieux téléphone, j'arrive pas à m'en défaire. Moi, je vous ai dit, je suis une vieille âme. Moi, je reste avec mes anciens objets, j'ai pas besoin, mais il tient plus la route. Il va falloir que je fasse quelque chose. En plus, j'ai un téléphone tout neuf, mais il est toujours dans la boîte. Oui, vous allez la voir sur YouTube. Tu commences à avoir mal à la tête? Bah moi aussi, franchement, là moi aussi, j'ai mal à la tête. Voilà, en tout cas, j'espère que ce live vous a beaucoup plu, ça vous a beaucoup servi. Bah, du coup, je ferai une vidéo du coup sur TikTok pour vous faire la correction, ou soit je prendrai une partie du live et que je vous le mettrai sur comment dire, sur TikTok ou YouTube, où je me débrouillerai. Je sais pas, mais en tout cas, le live, je le mettrai sur YouTube. Comme ça, vous avez un suivi, je vais l'enregistrer, voilà. Ah, mais moi aussi, ça vient, t'es malade, bah ouais. On perd 6 degrés, on nous rajoute 6 degrés, on repère 9 degrés. On peut avoir le texte, vous l'avez en vidéo sur TikTok. Sur YouTube, vous l'avez en post sur les groupes membres VIP, ou sinon vous l'avez aussi sur la plateforme à 1 euro. Je suis à 2% les collègues, si ça coupe, ne m'en voulez pas, j'y peux rien. Merci beaucoup pour les roses. Le titre, c'est la correction du cas clinique examen. Je sais pas encore le titre que ça va être, mais ça va suivre la vidéo que j'ai faite sur le cas. Merci à vous tous. Bah, j'en ferai d'autres, hein, tout asthénie. Ouais, mal de gorge, c'est horrible. À fond de Doliprane, quoi. Le titre, je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Merci beaucoup pour les cœurs, merci. 1%. C'est quoi sur YouTube? Révision aide-soignant 2.0. Oui, vous pouvez retrouver d'autres cas, mais j'en ferai encore des lives comme ça toute l'année. La plateforme à 1 euro, bah, une fois que vous adhérez, vous gardez bien l'email de reçu et vous vous connectez à tout moment. C'est terminé. Ah, c'est fini. Ça y est. Fini. Ça y est.